Chers militants, chers adhérents, chers sympathisants, chers électeurs et chers compatriotes, le Conseil constitutionnel a publié ce lundi 7 mars 2022 la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle et le nombre de parrainages obtenus par chacun. Avec 293 parrainages, je n'ai pas réussi à recueillir les 500 signatures minimales requises pour présenter valablement ma candidature à la présidence de la République. J'en suis extrêmement triste. Car les parrainages ne s'obtiennent qu'au prix de la visite de milliers de mairies. Cela représente des milliers d'heures prises sur les temps libres, sur le temps dû à sa famille, à ses amis, sur tout simplement la vie. Tout ça, ce sont des adhérents et sympathisants qui ont consacré pendant 2 ans la recherche de ces parrainages. Au cours des dernières semaines, ce sont plus de 200 de nos militants qui étaient sur le terrain à la recherche de ces fameux parrainages, soit davantage même qu'en 2017. Et cela jusqu'au dernier jour. Et j'ai pu le voir puisque j'ai participé moi-même aussi, bien sûr, à la recherche des parrainages. Je suis allé moi-même voir aussi des dizaines de maires et j'ai pu mesurer, alors même que j'étais le candidat, j'ai pu mesurer à quel point la tâche était difficile. Je partage aujourd'hui leur déception et leur tristesse, notre déception et notre tristesse. Alors, que s'est-il passé ? Je vous dois des explications sur les raisons pour lesquelles nous n'avons pas réussi en 2022 ce que nous avions réussi en 2017. Je dois d'abord reconnaître très humblement les insuffisances de notre propre organisation malgré ce que je viens de dire. Même si, comme je vais vous l'expliquer plus en détail, notre collecte de promesses de parrainage jusqu'au début de cette année était relativement satisfaisante. Nous disposions de 497 promesses écrites à la fin du mois de janvier, juste avant l'envoi aux maires des formulaires officiels, ce qui n'était quand même pas suffisant, eu égard à l'existence d'habituels désistements, mais ce qui nous donnait quand même des chances sérieuses de pouvoir concourir. Nous aurions peut-être pu et dû mieux nous organiser pour obtenir encore plus de promesses préalables. On peut toujours mieux faire. J'en prends ma part de responsabilité. Mais il faut également que vous sachiez que la situation cette année était quand même très différente de celle de 2017. Il y a d'abord les causes que tout le monde connaît, même si on les a un peu oubliées, et les causes que vous ignorez et que vous avez le droit de connaître. Pour ce qui concerne les causes connues, il y a eu, comme vous le savez, les confinements successifs, ainsi que les turbulences internes que notre mouvement a connues en 2020 et qui n'ont pas aidé à la collecte des parrainages. Mais il y a plus. De nombreux candidats, pas seulement moi, ont souligné avec raison la réticence croissante des élus à accorder leur parrainage. C'était beaucoup plus dur cette année qu'il y a 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'il existe un vent de révolte contre le pouvoir parisien qui traverse une partie des élus ruraux et qui est ni plus ni moins que le reflet de la colère profonde qui anime une large partie des Français. Beaucoup de maires sans étiquette refusent désormais de consentir un parrainage pour manifester leur protestation contre l'état de la vie politique et de la France. Nous leur avons dit, je leur ai dit personnellement à tous ceux que je rencontrais, à quel point je regrettais cette forme de protestation qui apparaît quand même très mal appropriée, puisqu'elle aboutit à favoriser en fait les candidats des grands partis qui sont justement les responsables de la situation que les maires déplorent, les maires des petits villages. Et leur refus de parrainer revient à écarter des candidats opposés au système et donc qui pourraient justement porter remède à ce qu'ils dénoncent. En plus, cette année, il y a eu une cerise sur le gâteau, passez-moi l'expression. Tel le pompier pyromane, le système qui a rendu impossible la collecte des parrainages, avec ce système notamment de publicité des noms, a désormais prétendu apporter lui-même une solution.
C'est ainsi que pour la première fois, on a vu un membre en exercice de l'exécutif, M. Bayrou en l'occurrence, haut commissaire au plan de son État, c'est-à-dire l'équivalent de ministre, payé par les contribuables pour remplir ses fonctions, qui s'est octroyé comme ça, tout seul, comme un grand, le droit de rassembler des parrainages. Bien entendu, l'idée qui a été avancée, c'est comme ce système ne marche pas bien, eh bien je vais être le chevalier blanc et je vais apporter des parrainages aux plus grands qui en ont besoin. Ça revient quand même à dire que le système est complètement caduc. Et ça revient à poser le problème du choix des candidats à qui M. Bayrou a décidé d'apporter ses parrainages. Ainsi, on a vu M. Bayrou annoncer qu'il avait décidé de repêcher Mme Le Pen, M. Zemmour et M. Mélenchon. De fait, la collecte des parrainages de ces trois personnalités a connu un point d'inflexion favorable, très important, à partir de la publication du jeudi 24 février. Cette date d'inflexion correspond à celle de la mise en œuvre par M. Bayrou du dispositif qu'il avait annoncé plusieurs semaines auparavant, avec des élus détenteurs eux-mêmes du pouvoir de parrainage, auxquels des consignes précises ont été manifestement données. Alors, il est apparu que M. Bayrou avait rassemblé finalement pas mal de parrainages par son système, ce qui montre que beaucoup d'élus, si le système était anonyme, auraient parrainé plus facilement. M. Bayrou a annoncé qu'il en avait recueilli 200, 250, 300, 350, 400, 500. On ne sait plus combien il en a recueilli, mais il en a reconnu de façon significative pour qu'il puisse qualifier les opposants de M. Macron. De fait, M. Mélenchon, Mme Le Pen, M. Zemmour, qui étaient censés avoir les pires difficultés du monde à obtenir leur parrainage, ont fini respectivement à 906 parrainages pour M. Mélenchon, 406 de plus que ce qu'il fallait. 622 pour Mme Le Pen, 122 de plus que ce qu'il fallait, 741 pour M. Zemmour, 241 de plus que ce qu'il fallait. C'est-à-dire un excédent cumulé pour eux trois considérable de 769 parrainages par rapport à la barre des 500. M. Bayrou a inondé de parrainages les candidats choisis par M. Macron. Il aurait pu faire autrement. Il aurait suffi d'orienter 220 parrainages vers moi, parmi les parrainages surnuméraires dont n'ont pas eu besoin en fait M. Mélenchon, Mme Le Pen ou M. Zemmour, pour que je puisse être candidat. Et regardez maintenant ce qu'a donné l'évolution après l'effet Bayrou. Vous voyez d'un seul coup que M. Mélenchon, M. Zemmour, Mme Le Pen, M. Poutou et même Mme Taubira ont brutalement augmenté, alors que moi j'étais le seul à rester dans le prolongement. Ça veut dire que j'ai été le seul à ne pas bénéficier de coup de pouce. Le coup de pouce, d'ailleurs, est très choquant s'agissant de M. Poutou, puisqu'il en avait moins que moi. Le coup de pouce est encore plus choquant s'agissant de Mme Taubira, puisqu'elle avait elle-même dit qu'elle n'était plus candidate. Il y a donc eu une véritable sélection des candidats, ou plus exactement la volonté d'en écarter un, moi. Maintenant, l'élection présidentielle est totalement passée sous la coupe des partis d'élus, comme l'ont démontré l'initiative Bayrou ou bien les montagnes burlesques de parrainage recueillis par Mme Pécresse, qui en a plus de 2300 ou 2400, sans compter les parrainages qui sont par centaines, qu'elle a dépassé elle aussi, les 1800 je crois, pour Mme Hidalgo. L'élection a été en quelque sorte privatisée. Je ne peux pas évoquer le trucage de la campagne présidentielle sans évoquer aussi le rôle honteux, scandaleux joué par les grands médias. Dans une démocratie normale, il faudrait que la liste des candidats soit arrêtée plusieurs mois à l'avance et que la loi impose aux médias l'objectif que les électeurs aient une vision correcte de tous les programmes, de tous les candidats, de façon loyale,
que tous les électeurs aient une bonne vision de l'ensemble de l'offre politique qui est la leur. Et que cette compétition loyale permette à la population un choix éclairé et librement consenti. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe en France. En France, on a fait débattre pendant des mois des prétendus candidats qui, en définitive, ne l'ont pas été. Je vais quand même essayer de vous rappeler que l'on a fait débattre, on a vu par exemple M. Montebourg. Pendant que M. Montebourg, qui ne cherchait pas les parrainages, avait 4% du temps de parole, nous qui cherchions vraiment les parrainages, nous avons eu 0,06% du temps de parole sur cette période. J'ai eu 62 fois moins de temps que M. Montebourg, et pour ne parler que de lui. Le processus des primaires organisé par certains partis politiques a contribué à pervertir complètement le système, puisque les médias ont fait débattre également pendant des semaines interminables les candidats aux primaires de EELV et des Républicains. Le résultat, c'est que les perdants de ces primaires ont eu un espace médiatique colossal pour présenter des programmes politiques qui, de toute façon, ne seront pas appliqués puisqu'ils ne sont même pas candidats. Je pense, par exemple, au temps de parole qui a été accordé à M. Xavier Bertrand, qui est passé 2 fois au TF1 20h, à M. Michel Barnier, M. Denis Père, M. Juvin, M. Ciotti, mais également à Mme Rousseau, à M. Piolle. Toutes ces personnes qui ont occupé l'espace médiatique alors qu'ils ne sont pas candidats, quand d'autres qui cherchaient leur parrainage. Il n'y a pas que moi. Mme Arthaud, nous savions que Mme Arthaud, avec ses militants, était sur le terrain pour les chercher. Nous savions également que M. Lassalle cherchait les parrainages. Toutes ces personnalités étaient écartées. Et puis par ailleurs, on a vu que les médias se sont attribués la faculté purement et simplement de choisir un ou quelques candidats. L'opération de manipulation extraordinaire qui a été lancée dès l'été dernier, bien en amont de l'élection, pour fabriquer la candidature Zemmour, qui ne s'était jamais présentée au moindre scrutin, et pour la propulser médiatiquement dans des proportions inouïes, comparables en fait à la rampe de lancement extraordinaire dont Macron avait bénéficié 5 ans plus tôt. Tout le monde a ça à l'esprit. L'objectif de l'opération Zemmour, M. Zemmour, dont je rappelle, notamment à ses partisans qui se laissent fasciner par le petit écran et par le fait qu'il occupe 14% du temps de parole et du temps d'antenne, M. Zemmour, dont je rappelle qu'il refuse de sortir de l'Union européenne, qu'il refuse de sortir de l'euro, qu'il refuse de sortir de l'OTAN, qu'il était pour le pass vaccinal, et dont les dernières semaines ont montré qu'il avait une capacité à changer de pied d'une façon extraordinaire, comme on l'a vu par exemple sur la question de M. Poutine et de M. Zelensky. Eh bien, M. Zemmour a des chances de passer au second tour. Et évidemment, tous les sondages le montrent. Un second tour Zemmour-Macron, c'est la garantie que Macron sera réélu. Je ne sais pas si ça fonctionnera. Peut-être que Mme Le Pen arrivera au 2e tour. C'est plutôt les sondages qui l'indiquent ainsi. Mais je rappelle quand même que sur les 4 derniers mois de 2021, M. Zemmour a bénéficié de 12% du temps de parole, quand moi, je ne l'avais, comme je l'ai déjà dit, que 0,06%. Est-ce qu'il y a une démocratie que l'on puisse me présenter et qui organise une telle injustice entre les candidats? Je ne le pense pas. Au passage, d'ailleurs, j'attire l'attention sur le fait que j'ai eu, comme vous l'avez vu, quelques passages médiatiques assez rares, mais qui se sont situés à la toute fin février, voire début mars, quand c'était trop tard, bien trop tard, pour avoir un effet bénéfique sur la collecte des parrainages. Quant à la presse écrite, elle m'a invisibilisé purement et simplement. Beaucoup d'entre vous, quand même, ont commencé à s'en rendre compte, qu'on commençait à voir que des journaux ont poussé l'outrance de la censure jusqu'à me supprimer
de leur liste en temps réel des candidats dans la course au parrainage pendant le mois de février. Ils affichaient des candidats ayant plus de parrainage que moi et des candidats en ayant moins, mais à chaque fois j'étais oublié opportunément. Regardez les exemples que je vous montre à l'écran. Bien entendu, l'objectif, c'est que pour tous les élus locaux qui regardent LCI ou qui regardent telle ou telle chaîne de télévision, voire qui lisent Le Figaro, quand ils regardent qui a ses parrainages, s'ils ne vont pas voir ce qui est sorti du Conseil constitutionnel, ils se disent Monsieur Asselineau est hors jeu, il n'en a pas. Les manipulations des médias vont d'ailleurs de pair avec celles des instituts de sondage qui choisissent sans aucun contrôle démocratique la liste des candidats qu'ils testent, comme on dit, pendant la pré-campagne. Oui. Pourquoi il y a Poutou et Artaud et pourquoi il n'y a pas Asselineau? Il y a une zone qui est laissée au choix des différents instituts de sondage qui se fondent sur une estimation de la capacité des différents candidats à obtenir les signatures. Les signatures, oui. Donc les candidats que nous ne testons pas sont des candidats pour lesquels nous jugeons qu'ils ne seront pas en mesure d'obtenir leur signature, mais nous introduisons régulièrement des candidats. Nous avons introduit cette semaine la candidature de Christiane Taubira, qui n'était pas candidate et qui l'est, donc nous la testons. Nous avons introduit à l'automne la candidature de Jean Lassalle. Nous allons retirer la candidature d'Arnaud Montebourg. Donc évidemment, tout ça évolue. Là où je rejoins totalement votre auditeur, c'est que ce choix peut constituer une sorte de barrière à l'entrée sur le champ politique, dans le champ politique pour certaines candidatures. On voit bien que le fait pour un candidat politique d'être ou de ne pas être testé dans les baromètres d'intention de vote, ça a des répercussions politiques. Quand vous êtes testé, vous avez une sorte de légitimité politique. Comme en 2017, nous avons eu des adhérents et des sympathisants qui ont recueilli des preuves de mon exclusion délibérée de cette liste par plusieurs instituts de sondage. Vous en voyez d'ailleurs des exemples s'afficher à l'écran. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils recevaient un appel téléphonique de quelqu'un travaillant pour tel ou tel institut de sondage et qui demandait en 2017, pour qui avez-vous voté? Il répondait j'ai voté Asselineau. Et en 2022, pour qui comptez-vous voter? Il répondait Asselineau. Et la personne au bout du fil disait oui, mais excusez-moi, je n'ai pas ce nom. Il n'est pas testé dans notre sondage, il faut que vous me donniez un autre nom. Est-ce que vous vous rendez compte de la manipulation? Je le dis d'autant plus que le résultat des sondages est utilisé, paraît-il, par l'Arcom pour veiller à l'équité du temps de parole. Mais comme à l'Arcom, on ne voit pas mon nom dans les sondages, la boucle est bouclée. Ainsi, la campagne présidentielle était truquée avant et pendant la collecte des parrainages, mais elle le sera à l'évidence après, même pendant la période dite de campagne officielle, où les candidats sont connus. C'est ce qui s'était produit en 2017, où j'avais été d'emblée qualifié de petit candidat, ce qui est une qualification méprisante, qui n'existe pas dans la Constitution ni dans aucune loi. Mais à partir du moment où on vous affuble de l'étiquette de petit candidat, 80% des électeurs ne regardent plus, ne s'y intéressent pas. Je rappelle qu'en 2017, j'avais eu un temps de parole ridicule, même après le dépôt de mes 500 parrainages. C'est ce qui, à l'évidence, me serait arrivé, je pense, en 2022, si j'avais eu les 500 parrainages. Quant aux prétendus contre-pouvoirs, ils ne jouent absolument plus leur rôle. Pour exemple, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes renseignés. Qu'est-ce que vous faites pour les temps de parole? Nous avons rencontré le 13 janvier 2022 le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce CSA qui est devenu l'Arcom. Nous y sommes allés avec un dossier très précis. J'y étais avec plusieurs de mes collaborateurs, dont un avocat à la Cour. J'avais également le ministère d'un avocat au Conseil, comme on dit. En plus que nous avions embauché pour cela, nous avons montré un dossier qui mettait en évidence mon invisibilisation délibérée par les médias audiovisuels et le non-respect par les médias audiovisuels des critères de représentativité à appliquer pour garantir une médiatisation minimale des différents courants d'opinion et des partis politiques.
Donc, j'ai dit que j'étais prêt à engager une procédure contentieuse contre l'Arcom dans le cadre où celle-ci ne réagirait pas à la suite de notre rendez-vous. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, puisque ma médiatisation est restée en fait quasiment inexistante en janvier et pendant la principale partie du mois de février. Eh bien, figurez-vous que le Conseil d'État, que nous avons saisi en référé, c'est-à-dire pour aller le plus vite possible, a jugé que finalement il n'y avait rien à redire, comme l'Arcom. Et par conséquent que mes 0,06% de temps de parole sur les 4 derniers mois de 2021, finalement c'était pas anormal, quand bien même nous avions obtenu 1,2% des suffrages aux élections européennes de 2019 par exemple. Quant à la commission des sondages, autre contre-pouvoir, elle refuse depuis bien longtemps d'opérer un contrôle sur les candidats que les instituts de sondage choisissent de tester avant la campagne officielle, c'est-à-dire en fait pour lesquels ils choisissent de faire de la publicité. Nous sommes donc victimes, nous avons été victimes d'une invisibilisation organisée, un shadow ban, comme disent les anglo-saxons, notamment dans le monde des médias. Et cette invisibilisation a été faite avec la complicité des institutions de contrôle qui ont en fait perdu toute volonté de se battre pour la démocratie. Il y a encore un facteur contributif aux difficultés que nous avons rencontrées dans la concrétisation des promesses de parrainage, un facteur que je dois évoquer même si je m'abstiendrai de m'appesantir dessus, tant il s'agit de comportements bas, infects. Il faut que ceux qui m'écoutent, nos adhérents, nos sympathisants, sachent qu'en plus de toutes les difficultés que le système et que nos adversaires politiques ont érigées pour empêcher une candidature telle que la mienne d'aboutir, nous avons dû essuyer un véritable tir de barrage. On peut même parler de sabotage de la part d'officines et de personnalités issues du milieu dit souverainiste. Par exemple, des dizaines de milliers de courriers anonymes envoyés aux maires par des corbeaux ont été envoyés à travers toute la France et même outre-mer au début de la collecte des parrainages fin janvier 2022. Des lettres pour me calomnier, me traîner dans la boue, pour prétendre que j'aurais retiré ma candidature. Par des indiscrétions, j'ai appris que ce tir de barrage a coûté la bagatelle de 27 000 € et qu'il émanerait directement de personnalités appartenant au milieu souverainiste, avec la complicité d'anciens putschistes de l'UPR. De nombreux appels téléphoniques ont également été donnés à des mairies et à des maires par les équipes de plusieurs autres personnalités politiques souverainistes, dont certaines n'étaient même pas candidates ou sérieusement en mesure d'avoir leur parrainage. Pour être parfaitement transparent, il me faut vous dire que ces manœuvres nous ont coûté une bonne centaine de parrainages. À mon avis, l'heure est trop grave pour des règlements de compte. Je n'en dirai donc pas plus pour l'instant. Mais il sera intéressant qu'un jour les adhérents et les sympathisants de l'UPR et des mouvements souverainistes au sens large puissent savoir qui sont ceux, parmi tous ceux qui prêchent l'union des souverainistes sans jamais accepter de la réaliser, quels sont ceux qui ont préféré me tirer dans le dos, qui ont préféré s'ingénier à empêcher ma candidature, quitte à risquer l'absence d'un candidat proposant la sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Ce qui est le cas. Certaines personnalités se sont, à mon sens, disqualifiées du camp des partisans sincères de la souveraineté et de l'indépendance nationale, alors même que je leur avais précisément tendu la main dans des discussions confidentielles pour tenter de construire une dynamique commune, comme par exemple le 31 janvier 2020, lorsque j'avais organisé une réunion où avaient participé beaucoup de personnalités politiques venant d'un peu tous les horizons pour fêter le Brexit.